Malgré les critiques qu'on vient de voir, le capital humain présente certains caractères très intéressants pour le marketing RH. D'abord, on a évoqué le fait que le capital humain était incorporé. Il est incorporé au sens propre, c'est-à-dire qu'il fait littéralement partie de l'individu. L'individu en est titulaire. Il en est titulaire d'ailleurs plus que propriétaire. Enfin, j'ai utilisé le terme de propriété ou propriétaire, mais au fond, plus que propriétaire, il en est titulaire quand il ne peut pas vraiment, comment dirais-je, céder, donner ou vendre le capital humain. Dans le même ordre d'idées, le caractère intéressant pour le marketing RH, la firme ne peut pas s'approprier le capital humain. Par contre, elle peut en tirer profit indirectement. Par exemple, en embauchant la personne qui est titulaire du capital humain. Ce capital peut être une ressource, un savoir-faire, une compétence rare, qui vont aider la firme à obtenir ce fameux avantage concurrentiel dont on parlait plus haut par rapport à d'autres firmes. Je pense par exemple à une qualification professionnelle, ou encore à un carnet d'adresses ou de relations. C'est ce qu'on appelle quelquefois le pantouflage, entre guillemets. Par exemple, lorsqu'un personnage politique ou un haut fonctionnaire se reconvertit, comme on dit, dans le privé. Le capital humain présente aussi d'autres caractères tout aussi intéressants pour le marketing ressources humaines et donc pour la firme. Par exemple, le capital humain s'accumule et s'investit à la fois individuellement, mais aussi collectivement. Par exemple, le capital humain s'accumule dans le temps chez un individu. Je pense au cas de la formation, des études, de la bonne santé, ou simplement de la bonne forme physique, une personne qui s'entretient physiquement, etc. Je pense aux relations sociales, etc. Donc le capital humain s'accumule dans le temps chez un individu. Le capital humain s'accumule également collectivement, dans une famille, sur un territoire, dans un pays par exemple. C'est le cas par exemple lorsque le gouvernement, en tout cas c'est la vision du gouvernement et du ministère du Travail, lorsqu'ils disent à propos de la loi Avenir professionnel de septembre 2018, qu'ils veulent transformer la France en une société de compétences. C'est bien tirer profit en quelque sorte d'une accumulation collective de la formation, des compétences, donc du capital humain chez les personnes qui habitent tel ou tel territoire, et en particulier l'ensemble du pays. Autre caractère intéressant, je poursuis, du capital humain pour le marketing ressources humaines. Le capital humain s'accumule à la fois dans le temps et collectivement et se réinvestit. Réinvestit entre guillemets. Je pense ici aux mécanismes de transmission et d'ascension sociale. D'ascension sociale, par exemple, sur plusieurs générations, mécanismes dans lesquels l'accumulation du capital humain joue un rôle important. C'est un peu l'image, si vous voulez, des marches qu'on franchit ou des échelons d'une échelle qu'on franchit. À chaque génération, c'est un peu l'image qu'on avait et qu'on a toujours. À chaque génération, on peut avoir un progrès d'une génération sur l'autre. Par exemple, une famille de paysans ou d'ouvriers envoient leurs enfants dans des formations spécialisées, dans des écoles, etc., en pension quelquefois au 19e siècle ou au 20e siècle. Les enfants obtiennent des diplômes, des qualifications, deviennent instituteurs. Leur famille continue à envoyer, à former leurs propres enfants qui deviennent professeurs agrégés ou médecins, etc. Les médecins forment à leur tour des enfants qui deviennent hommes politiques ou femmes politiques, etc., et qui peuvent accéder aux plus hautes fonctions de l'État. Il y a eu ce type de parcours, comme on dit, au niveau de l'État. Et donc on a ce type d'ascension sociale représenté par une sorte d'échelle virtuelle ou d'escalier où à chaque génération on franchit une marche vers les sommets, entre guillemets. On accède rarement ou de manière tout à fait exceptionnelle du plus bas niveau de la société, si on peut dire, au plus haut niveau de la société. Enfin, indirectement et sommairement, le capital humain peut être évalué au plan financier. Ainsi, individuellement, ou plus globalement d'ailleurs, on peut
par exemple estimer le gain ou le flux régulier de revenus, en reprenant la définition que j'avais donnée du capital. Le capital est un ensemble de biens rares, donc coûteux, dont on tire un flux régulier de revenus. C'est une définition standard. Donc le gain ou le flux de revenus obtenus sur le cycle de vie à partir des formations suivies ou des diplômes obtenus par un individu. En retranchant naturellement le coût des études et le manque à gagner des revenus pendant ces mêmes études. Donc à partir de ce type d'évaluation, de calcul, on peut évaluer, donc estimer le capital humain sur un plan financier. Alors ce type d'évaluation, je dirais, entre guillemets, à la Jacob Mincer, pour faire référence à ces travaux que j'avais évoqués en matière de capital humain, ce type d'évaluation reste intéressant à l'échelle macroéconomique d'un territoire ou d'un pays, mais peut bloquer sur des évaluations plus fines, parce que au fond, et là je rejoins les critiques qui avaient été faites, qu'on avait évoquées précédemment. Je reprends la diapositive précédente. Des évaluations plus fines ne peuvent pas toujours prendre en compte le capital humain non évaluable par des certificats ou des diplômes, par exemple. Ou alors, on ne peut pas non plus prendre en compte, je dirais, ce capital culturel, ce capital social, etc., qui fait partie des relations familiales. Qui compose les relations familiales, y compris maritales, qui est issu des fortunes héritées, qui est issu aussi des relations sociales. Je dirais, on va au-delà de calculs simplifiés et évaluables en argent, on va vite bloquer. Ceci étant, l'appréciation monétaire, je dirais, financière du capital humain, dans une certaine mesure, comme je l'ai indiqué juste avant, l'évaluation donc de ce flux régulier de revenus, par exemple lié à la formation, au diplôme, etc., peut quand même être faite. Or, peut-être pas à un niveau très très fin, encore qu'il peut y avoir des études individuelles qui sont faites, mais on peut, à mon avis, isoler le rôle du capital humain dans une comptabilité beaucoup plus large, au niveau d'un pays, au niveau d'une région ou au niveau d'une firme, en prenant en compte en quelque sorte l'effet du marketing RH et des recrutements opérés par la firme, par exemple. Je crois que ça, c'est tout à fait possible. Alors, premier objectif de la firme, la recherche du capital humain. Disons quelques mots très schématiquement sur les buts et les moyens de cette recherche. Alors les buts d'abord, il s'agit pour la firme d'attirer la valeur des collaborateurs, à la fois bien sûr pour leur valeur intrinsèque, et le cas échéant pour en priver la concurrence. Si vous voulez, on est en plein dans ce qu'on vient de voir un peu plus haut, à savoir l'utilisation par la firme de certains caractères du capital humain. Ici, la firme ne peut pas s'approprier bien sûr le capital humain, qui reste incorporé à l'individu, mais peut en tirer profit en trouvant et en recrutant le bon collaborateur. Alors le bon collaborateur, c'est-à-dire celui qui va aider la firme à avoir ou à conserver un avantage concurrentiel. C'est pour ça que ces notions d'avantage concurrentiel qu'on a parcouru un peu plus haut, ce type de notion est important. Deuxiément, les moyens, les buts et les moyens. Les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs que je viens schématiquement de rappeler peuvent être les suivants. Alors d'abord, il y a le repérage des marchés du travail. C'est sans doute la première étape. On sait que le marché du travail unique n'existe pas, unique et global n'existe pas. En tout cas, il n'est pas d'un intérêt suffisant pour la firme, mais que chaque collaborateur correspondant à chaque besoin de la firme se trouvera sur un micro-marché du travail, croisant au minimum les métiers recherchés, les niveaux dans les métiers et les territoires d'emploi, comme on l'a vu. Alors dès que le bon ou les bons marchés du travail sont repérés, la firme doit entreprendre une veille ressources humaines sur ceux ou ces marchés. Ainsi d'ailleurs qu'une veille en interne, au cas où les collaborateurs qu'elle recherche à l'extérieur se trouveraient à l'intérieur, ce qui est tout à fait possible, et pourrait ainsi être éventuellement requalifié avec la formation professionnelle adéquate, des promotions, des augmentations de rémunération, etc. Bon, la veille RH,
consiste à examiner les données publiques sur les offres d'emploi et les données sur les demandes d'emploi qui peuvent être intéressantes. Offres d'emploi formulées par la concurrence, demandes d'emploi formulées par les candidats à l'emploi. Tout ça est fait naturellement en prenant en compte les domaines intéressant la firme, la nature des métiers, des emplois à pourvoir, les zones dans lesquelles on peut trouver les candidats à l'emploi ou dans lesquelles il y a au contraire des offres d'emploi. Les rémunérations aussi. Alors ça se rapproche un peu cette veille ressources humaines, mais on reviendra plus en détail là-dessus. Ça se rapproche de la technique du benchmarking, qui consiste un peu plus profondément, je dirais, à caler, entre guillemets, ou à adapter l'offre de la firme sur ce qui se fait dans le milieu concerné. Le benchmarking est en partie, hein, on le verra, alimenté par la veille ressources humaines, externe bien sûr, la veille externe ou la veille interne. On parle parfois d'utilisation d'informations blanches ou grises. Naturellement, ni la veille RH ni le benchmarking ne sont contraires aux lois. Il ne s'agit pas d'espionner, a fortiori, les autres entreprises, les concurrents. Enfin, la firme doit également travailler sur son offre, l'offre employeur, en l'adaptant au marché concerné. Alors au marché concerné, ça peut être par exemple, bien sûr les marchés au plan géographique, les marchés au plan des métiers, etc. Mais ça peut être aussi la prise en considération d'effets de génération. Et à ce moment-là, on va retomber sur la notion de génération X, Y et Z, ces notions qui sont un tout petit peu, je dirais, sans mépris et sans ironie journalistique, mais qui ne sont pas des notions typiquement techniques et scientifiques, peuvent quand même être utiles pour s'adapter, pour que la firme s'adapte en quelque sorte à la demande d'emploi, que l'offre d'emploi de la firme s'adapte à la demande d'emploi. Alors justement, dans cette diapositive constituée de documents essentiellement, je renvoie à un graphique et à quelques pages hein, sur le marché du travail, avec quelques explications sur le passage de la notion de marché du travail idéal, global, etc., au marché du travail réel, qui sont en fait des micro-marchés, hein, comme je l'indiquais. Et donc le marché du travail, au fond, n'existe pas. Il n'existe que des marchés du travail réels, qui sont des micro-marchés. Et c'est notamment sur ces marchés que doit se faire la veille ressources humaines qu'on vient d'évoquer, et que doit se faire aussi l'orientation des offres d'emploi par la firme. J'ajoute un deuxième document que vous retrouverez hein, sur la plateforme, qui est un article paru dans le quotidien économique Les Échos, à la fin 2019, et qui s'intitule L'équation Z et ses inconnus. Donc c'est la référence donc, aux fameuses générations X, Y et Z que j'ai fait dans la diapositive précédente. Le deuxième objectif de la firme, du point de vue du marketing RH et de la marque employeur, est naturellement de conserver le ou les collaborateurs qui ont été recrutés. Alors pourquoi ? Eh bien pour les raisons évidentes qui ont elles-mêmes justifié le recrutement. La firme cherchait le bon collaborateur qui lui donnerait ou l'aiderait à conserver un avantage sur la concurrence. Donc, dès qu'elle a trouvé le bon collaborateur, elle doit mettre en œuvre les moyens pour le garder. D'autant que le collaborateur, du point de vue de l'analyse du capital humain, a une valeur actuelle et une valeur future, et que la firme entend capter, entre guillemets, ces deux valeurs. Alors comment s'y prend-elle? Comment garder les collaborateurs qu'on va recruter? Alors là aussi, le principe, sinon l'application est relativement simple. Il va falloir d'abord utiliser les méthodes qui ont permis à la firme de recruter ses collaborateurs. Ensuite, il va falloir utiliser des méthodes complémentaires. Alors, je pense en particulier aux méthodes recommandées par des organismes tels que Great Place to Work. On verra ça dans le détail dans la dernière partie du cours. Alors d'ores et déjà, je propose aux étudiants d'effectuer quelques recherches, hein, comme indiqué sur la diapositive. Donc regardons ça ensemble. Rechercher des exemples permettant de définir ou d'illustrer
les attentes des publics différents, jeunes, vieux, etc. Essayer de se faire une idée donc des attentes des collaborateurs qui peuvent être, comment dirais-je, intéressés par un emploi dans la firme, donc en distinguant peut-être les collaborateurs, les futurs collaborateurs, donc les personnes, les candidats à l'emploi d'une certaine manière qui sont à l'extérieur de la firme, et les collaborateurs qui sont déjà intégrés dans la firme. Donc on peut réaliser éventuellement un tableau à double entrée en distinguant par exemple les jeunes et les vieux. Je ne sais pas si c'est une distinction très pertinente, mais on peut réfléchir à ça. Et puis mettre pour chaque cas, selon que la personne est à l'extérieur de l'entreprise et souhaite y rentrer, ou à l'intérieur de l'entreprise et souhaite y rester, quelles sont les conditions finalement les attentes, les conditions que peuvent poser ces publics, si on peut dire, pour entrer dans la firme ou y rester. Rechercher également quelques exemples. Alors quand je dis rechercher, il s'agit d'une recherche totalement libre sur n'importe quel moteur de recherche. Il s'agit de naviguer un peu pour se faire une idée un peu de tous ces aspects-là. Deuxième point dans les recherches d'exemples, chercher des exemples de méthodes relatives à l'offre de la firme. Rechercher en particulier ou par exemple les fiches des bonnes pratiques de l'organisme que je citais à l'instant, à savoir Great Place to Work. Ces fiches sont... l'organisme est représenté en France. Les fiches sont en français si ça doit poser problème. L'essentiel, c'est de repérer là aussi quelques sources d'informations pratiques. Alors ça peut être Great Place to Work ou d'autres organismes qui pourraient travailler sur cette question du formatage, si on peut dire, de l'offre employeur. Regardez aussi les méthodes qu'il convient d'adapter aux différents publics des collaborateurs, un peu de la même manière que le premier point qu'on vient de voir, où on essayait de se figurer en quelque sorte les attentes des publics différents. Là, en parallèle, essayer de voir les méthodes qui peuvent être adaptées à chaque public. Alors, encore une fois, ça peut être jeune, vieux. Le terme important dans la phrase, c'est etc. C'est-à-dire peut-être il y a des attentes qui sont différentes selon le genre, selon les hommes, selon les femmes, selon les âges, selon aussi peut-être l'origine, notamment en termes scolaires ou universitaires des candidats. Y a-t-il une distinction dans les attentes en fonction de cette origine ou de la qualification obtenue? Essayons de voir un tout petit peu tout ce qui peut entrer dans les préoccupations et être traité en tant qu'attente, c'est-à-dire générer des attentes différentes selon ces publics-là, et les conséquences également en termes de méthode. Alors ça, ça me paraît intéressant. C'est un travail que vous pouvez faire ensemble, librement. L'essentiel, c'est de le faire, d'opérer ces recherches, de conserver quelques traces écrites pour vous et pour qu'on puisse en discuter.